Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, c'est ma musique. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que société. Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kanye. On a Kekuna. Là-bas! Ah! On nous a arrangé. Comment vous êtes? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment vous êtes? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Dites-moi tout, c'est une émission périodique, vous le savez. Nous recevons la crème intellectuelle de notre République. C'est généralement des professeurs, des docteurs, des acteurs politiques de très grande envergure. Nous allons parler aujourd'hui de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé. Vous avez certainement suivi la sortie du gouvernement, la pauvreté de ce peuple congolais, l'apport du Japon au Congo, parce que vous l'avez aussi suivi, le président était au Japon. On parlera aussi de cette question de rétrocession de la territoriale. Donc, pourquoi ne pas faire un clin d'œil sur la décentralisation, la nationalité? Ça fait quand même beaucoup de problèmes. On en parle. Je reçois le docteur Flavien Chirandi. Il est entre la RDC et les États-Unis. Je vous demande de ne pas considérer son français parce qu'il est anglophone, on va le dire. Il a été anglicisé, si le terme existe. On essaiera de parler avec lui. Docteur Chirandi, how are you? I'm good. How are you, sir? Yeah. Alors, docteur, c'est vrai, vous avez certainement suivi, je ne sais pas, ça vous a trouvé dans un avion ou ça vous a trouvé aux États-Unis ou je ne sais pas moi où. Là, le gouvernement est enfin là. 7 mois après, on a un gouvernement. Ça fait 4 jours que le Congolais se réveille avec un gouvernement, mais qu'il n'est pas encore investi. Quelles sont vos impressions? Oui, je pense que le gouvernement a accompli ce qu'ils avaient promis. C'est d'avoir le gouvernement, de mettre le gouvernement en place. Je veux dire que le président Félix, avec la partie majorité du Parlement, qui est FCC, ils se sont mis en accord et ils ont mis le gouvernement en place. Donc, et nous ne pouvons que les juger par rapport à leur travail. Alors, mais le peuple n'est pas totalement satisfait. Parce qu'il y a des gens qui estiment que ce gouvernement est rempli de gens du PPRD, du FCC, et donc c'est Kabila qui continue à diriger ce pays. Je ne sais pas si je veux dire que c'est Kabila qui continue à diriger ce pays, mais je pense que tout le monde comprend c'est quoi la constitution congolaise. Le peuple a le droit de s'exprimer, peut-être d'exprimer sa propre frustration. Mais il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier, c'est la constitution congolaise qui dit que c'est lui qui a la majorité au Parlement, c'est celui qui aura aussi qui va mettre le Premier ministre et à partir du Premier ministre va découler le gouvernement. Alors, la coalition, cette alliance entre FCC et CACH a donné naissance à ce gouvernement. Et tout le monde s'attendait, tout le monde le savait qu'il devait avoir, je pense, la répartition 42-23. Je pense que c'est ça. Donc, c'est tout à fait normal que le président Kabila présente les 43 personnes, que tout le monde s'attendait, et 42 personnes et 23 de l'autre côté. Mais là où ça complique, c'est quand il a les ministères régaliens. Comment on va être président quand on n'a pas la défense dans ses attributions? Comment on va être président quand on n'a pas les finances dans ses attributions? Comment on va être président quand on n'a pas les autres ministères qu'on estime être des ministères régaliens aujourd'hui que contrôle M. Kabila? Ok, il y a les ministères qui sont régaliens, ça je ne suis pas contre ça. Je pense que le président de la République travaille avec le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. La constitution congolaise, je pense que c'est clair et que c'est le président qui dirige la nation, mais le Premier ministre gouverne. Et que les ministères qui sont régaliens, tels que le ministère de Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, le ministère des Portefeuilles, je pense bien aussi que le ministère de l'Intérieur, tous ces ministères-là sont sous l'autorité du président de la République, en gouvernance avec le Premier ministre. Sans la défense, sans les finances. Oui, maintenant, écoutez, non, c'est le président qui va exécuter, c'est celui qui est le chef de l'exécution.
Oui, et on reconnaît aussi que le Premier ministre, c'est celui qui gouverne, c'est lui qui dirige le gouvernement. Alors le Premier ministre ne peut pas simplement prendre une décision sans pour autant consulter le président. Donc, il doit être en accord. Il doit être en accord avec le président de la République. Est-ce que le Congo n'a pas deux chefs aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il y ait deux chefs, parce que si une nation a deux chefs, lorsqu'à chaque fois qu'il y a deux têtes, il y a un monstre. Donc je pense que le Congo est dirigé par le président de la République, qui est Félix Tshisekedi, mais en même temps aussi, le Parlement est dirigé par les membres des FCC. Et c'est ça la beauté de la démocratie. La démocratie s'exerce par le fait que le président de la République est une partie d'un parti qui est opposé à l'autre. Et ils doivent démontrer maintenant la maturité d'apporter leurs différences et de travailler ensemble pour que la nation puisse avancer. Ça s'est fait même aux États-Unis de la République. Le président de la République, il est républicain, mais la maison qui est le Parlement est contrôlée par les démocrates. C'est maintenant la maturité de la classe politique. Comment est-ce que vous devez être capable de céder certaines histoires pour que vous puissiez entrer ensemble et produire ce qui va satisfaire le peuple? Alors, parce que vous parlez de la maturité politique, parlons-en. Vous avez certainement suivi Emmanuel Shadari dire que grand prêtre Azaka Moko, grand prêtre c'est Kabila, c'est lui qui le dit. Je n'ai pas suivi ça. Alors, je vous informe. Je n'ai pas suivi ça. Et je pense que s'il parlait des grands prêtres, comme tu es en train de dire, il parle à sa classe politique, il ne parle pas à la nation. Oui. Et à la nation, je ne pense pas qu'il y ait un grand prêtre. Il n'y a pas un grand prêtre, quelqu'un que je pense qu'il y a un président de la République. Et le président de la République, c'est celui qui est l'autorité morale de la nation. Alors, est-ce que être un chef du Parlement, être un chef d'une classe politique fait de toi le président de la République? Non. Le président de la République est le garant de la nation. Et je comprends qu'il y a la présence du président Kabila. Oui, la présence du président Kabila s'est fait sentir. Pourquoi? Parce qu'il a la majorité du Parlement, il a la majorité du Sénat, il a la majorité de certaines classes politiques. Et c'est ça, ça fait sentir. Il a la majorité des gouverneurs, il a la majorité de l'Assemblée provinciale, et c'est tout à fait aussi du gouvernement. Oui, et c'est tout à fait normal que sa présence puisse se faire sentir parce qu'il a la majorité de tout. Mais n'oubliez pas, le président de la République est aussi là, et c'est au président de la République et celui qui a la majorité aux deux d'exercer leur bonne volonté. Mais en fin de toute chose, tu sais quoi? Leur chef c'est qui? Et le président de la République et Kabila lui-même. Leur chef c'est qui? C'est le peuple. Ah ben alors c'est le peuple qui souffre de toutes les façons. Et c'est au peuple aussi de décider s'ils veulent garder la coalition ou ils ne veulent pas garder la coalition. Mais là où nous sommes, nous pensons bien qu'on doit essayer de donner une certaine chance à la coalition pour voir. Le président n'a même pas fait encore une année. Si on va lui donner une certaine chance, donnez-lui une certaine chance pour essayer de voir. Tout le monde a besoin de chance. Le gouvernement est sorti. Est-ce que tout le monde est fier de ce gouvernement? Peut-être pas. Il y a beaucoup de novices, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Comme on dit à toucher le gouvernement, on aura aussi à parler de ça. Mais la seule chose qui est clé, c'est quoi? C'est que le peuple doit observer, le peuple doit être vigilant et le peuple doit se poser la question, est-ce que c'est ça ce que nous voulons? Et s'ils ne veulent pas de ça, alors le peuple voudra se prendre en charge et changer le cours de la nation. Alors on va vider cette question. Bemba Saoluna, pardon, Bemba Gombo, parce que je veux dire ça, Bemba Gombo, Martin Fayulu se sont prononcés. Eh bien, Moïse Katumbi a dit qu'il avait des inquiétudes par rapport à la composition de ce gouvernement. M. Bemba a dit que ce gouvernement n'allait pas aller plus loin. Mais c'est lui qui casse tout, c'est Martin Fayulu, qui estime que le gouvernement, il n'y a aucun événement important là-bas, c'est Kabila qui dirige toujours le pays, et que Félix Tshisekedi devrait demander pardon au peuple pour l'avoir trahi. Votre point de vue? Mon point de vue est simple. Je ne peux ni entrer à ce que Fayulu a dit, ni à ce que Bemba a dit, ni à ce que Moïse Katumbi a dit. Ça, ce sont des grands joueurs. Oui, ce sont des grands joueurs, ce sont des grands politiciens du Congo. Je ne vais pas entrer à ça. Ce que je vais entrer pour clarifier, c'est que oui, le gouvernement est fait avec beaucoup de novices. Et ça, c'est un grand danger. Mais le peuple voulait de nouvelles faces. Mais maintenant, le grand problème que nous avons, c'est qu'il y a un principe qui est clair dans le leadership. C'est que si tu étais incapable de diriger peu, tu seras aussi incapable de diriger grand. Si tu étais capable de diriger peu, tu peux être capable de diriger grand. La question maintenant est de savoir, est-ce que parmi tous ces gens qu'on a mis en place, est-ce qu'ils ont une démonstration et une certaine maturité, que ce soit politique, que ce soit administratif, que ce soit même sur leur propre
fonctionnalité. Ils ont un leadership qui est capable de diriger un département, diriger une grande partie, un ministère d'un pays. C'est ça la grande question qu'on doit se poser. Et les inquiétudes aussi. Les inquiétudes viennent des part que s'ils n'ont pas été incapables, s'ils n'ont pas été capables de diriger même un petit secteur, je ne crois pas qu'ils seront capables de diriger le gouvernement. Vous avez parlé de capacité 2 fois, oui. Mais il faut avoir la possibilité de travailler pour que l'incapacité soit prouvée. Oui. Mais si ces derniers n'ont jamais travaillé, comment vous allez dire qu'ils sont capables ou pas? Mais c'est ça le grand problème. Et c'est ça le grand problème. Moi, je ne sais pas qui a travaillé, qui n'a pas travaillé dans tous ces membres du gouvernement. C'est au peuple maintenant de savoir, d'être capable de juger, de dire que, ok, celui-là a travaillé, celui-là n'a jamais travaillé. Mais si celui qui n'a jamais travaillé et que son première fonction, c'est de devenir ce qu'il est devenu, je pense qu'il y a un grand problème. Alors, le grand problème, c'est Félix Tshisekedi qui n'a jamais travaillé pour la première fois. Il est président, c'est là le grand problème. Non, je ne peux pas dire ça parce que je ne peux pas aussi dire ça parce que le président Félix Tshisekedi, il a démontré qu'il a travaillé avant sa vie. Il a travaillé à ce qu'il a fait dans sa vie avant de devenir. Alors, oui, c'est mal à l'aise. Vous voyez que c'est une mauvaise posture de croire qu'il faut d'abord avoir les David Jean parce que Kabila Joseph, quand il avait 29 ans, il n'avait jamais travaillé dans la sphère de l'État avant, en dehors du fait qu'il était militaire. Je pense mais à part ça, il n'a rien d'autre à faire. Je pense que tu me poses une question qui est vraiment très critique et qui peut amener plusieurs interprétations. Oui. Mais la vraie réponse à de telles questions, c'est ceci, c'est que si tu n'as pas l'expérience, tu as un problème de produire. Ça, c'est un principe de leadership. Donc, le principe de leadership, c'est que tu ne peux attirer, tu ne peux produire que par la capacité de ce que tu as. Donc, je répète le mot capacité parce que la fois passée, j'avais touché aussi sur ça. Si ta capacité, ton niveau est 2, tu ne peux jamais produire 3 et 4. Alors, que nous ayons parlé du président Joseph Kabila, que nous ayons parlé de Félix Tshisekedi, et ont travaillé ou ils n'ont pas travaillé, la question maintenant retourne à ce que la capacité. Quelle est leur capacité? Et quelquefois aussi, une autre personne, la façon de résoudre ça, c'est de mettre les gens qui sont capables, les gens qui sont compétents, les gens qui ont la capacité à tes côtés pour essayer de t'aider à balancer à ce que toi tu fais dans la vie. Est-ce qu'il ne faut pas les voir à l'œuvre pour juger? Est-ce qu'il n'est pas question de le voir à l'œuvre? Parce que Macron n'a jamais été président, il a été ministre de l'économie, ensuite président. Donald Trump n'a jamais été président, jamais été élu. C'est pour la première fois qu'il est la fonctionnalité et la capacité, deux choses différentes. Okay. Devenir président de la République, c'est la fonctionnalité. La capacité, Donald Trump a eu la capacité. Il a dirigé des entreprises, c'est mon président aux États-Unis, diriger des entreprises de montants de millions et de millions. Donc le principe de diriger le gouvernement, c'est que c'est vrai, la fonctionnalité au gouvernement est différente. Mais la capacité, elle est la même parce que le principe de jeu reste le même. Donc, c'est la même chose aussi sur ce qu'on veut parler de Macron. Et tu as dit qu'il était ministre, du moins il travaillait déjà, il savait ce quoi faire. Donc, ce que je veux dire, en ramenant avec ce que nous sommes en train de dire pour le ministre, il y a un problème. Le problème que je tiens ici, c'est le problème de la capacité. Parce que tu peux être dans les fonctions, mais si tu n'as pas la capacité, tu ne peux pas produire. Alors, parce que vous donc, allez-y. Si tu n'as pas la capacité, tu ne peux pas produire. Alors, ce que les peuples doivent s'attendre, c'est quoi? C'est de voir les résultats en place. Ils doivent voir. Et je pense même qu'on doit avoir un système d'évaluation. Après 6 mois, les peuples doivent être capables de dire, OK, où est-ce que le ministère d'économie nous amène? Où est-ce que le ministère d'éducation nous amène? Quelles sont les choses? Donc, ils doivent avoir un système qui fait en sorte qu'il y a une sorte de redevabilité, une sorte de ce que le peuple revendique leurs droits pour essayer d'évaluer ce temps. On appelle le contrôle parlementaire, il doit être fait régulier, mais comment le contrôle parlementaire va-t-il se faire quand on sait que les mêmes personnes sont de la même famille politique? Ça veut dire, le FCC va-t-il contrôler efficacement le FCC dans le pouvoir? Et si on veut parler de l'état des droits, et si on veut parler de l'intégrité professionnelle, et si on veut parler en sorte qu'on va mettre les pays en place, le pays qui doit avancer, FCC doit être capable de vérifier, de contrôler les gens des FCC et ceux qui ne sont pas sur le bon chemin, de les remettre sur le bon chemin. En même temps aussi, ceux qui sont des caches, être capable de faire cela. Et aussi, les opposants qui sont dehors, ceux qui ne sont pas du gouvernement, comme vous les avez cités, les Martin Fayoulou, les Bemba et les autres, eux aussi doivent
être capable de voir ce qui se passe et être capable aussi d'exprimer. À la fin de toute chose, vous savez c'est quoi? C'est le peuple. Le peuple doit être capable parce que le peuple, c'est eux qui ont la voix. C'est le peuple qui va être capable de dire que non, nous ne sommes pas contents ici, non, nous sommes contents de ce côté, non, nous ne voulons pas ceci. Mais ce peuple a faim, ce peuple n'a pas d'électricité. Comment va-t-il s'intéresser de la question? Mais je repose une question. Mais le même peuple est allé pour voter. Oui, justement. Mais est-ce que vous pensez que ce peuple... Non, est-ce que vous pensez que le FCC constitue le problème de ce pays? Je ne pense pas. Je pense que le problème du pays n'est pas parti politique, n'est pas ceci. Je pense que le problème du Congo, c'est l'individu, l'homme congolais. Qui avait des dirigeants. Ok, oui, c'est vrai. L'homme congolais qui avait des dirigeants. Donc, quand ça fait... Mais les dirigeants aussi restent encore l'homme congolais. Oui. Donc, qui nous ramène à l'homme. Donc, l'homme doit être... Je ne sais pas, je pense que ce que je vais dire ici, l'homme doit être en quelque sorte, pas restructuré ou quoi, mais il y a des principes de base qui doivent être imprégnés dans l'homme. Que l'homme doit le faire. Doit le faire. Que l'homme doit faire à l'homme. Que l'homme doit faire. L'homme qui a le problème. Oui, c'est ça. Ouais. L'homme qui a le problème et l'homme qui est le problème. Oui. Donc, l'homme avoir les problèmes et l'homme être les problèmes. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui doit développer en toi les compétences. Ouais. Ça, ce sont des choses que toi, tu dois développer seul. Ce n'est pas le gouvernement qui va te dire qu'il ne jette pas les choses à la rue. Ça, ce sont des choses que toi, tu dois faire seul. Mais voyez ceci. Quand tu es déjà dans les bas niveaux, je m'excuse, tu es à l'école secondaire, tu es à l'école primaire ou tu es à l'université, sans fonction. Tu n'as pas développé une compétence quelconque. On te conduit à l'école. On lave tes habits, on fait tout pour toi. Il n'y a pas un sens de responsabilité en toi. Crois-moi, même lorsque tu vas entrer dans les fonctions, devenir ministre, ce sera la même chose. Donc tu vois, donc cette formation de l'homme commence d'abord, et que ce soit à la famille, à l'école, dont l'homme lui-même doit être déjà développé. Alors nous allons évoluer. Ce que nous voyons dans les partis politiques, dans les gouvernements, tout ça, ce n'est que les symptômes. Vous permettez qu'on évolue, oui. Docteur. Docteur, parlons-en, parce que vous avez parlé de l'expérience. Alors, ça me pousse à parler de l'expérience et la compétence. Oui. Vous parlez de ceux-là qui sont novices. Alors, nous avons eu dans ce pays des gens qui ont évolué dans la politique depuis 1960, mais qui ont produit la terreur, le chaos et la désolation. Est-ce qu'il faut-il continuer avec ce même modèle de l'expérience sans résultat, ou il faut peut-être penser, prendre un risque d'amener les nouvelles personnes sans expérience? Je pense que... Changer les paradigmes peut-être. Je pense que le problème de prendre les risques avec le gouvernement, de mettre les novices, ça, je ne suis pas totalement contre ça. D'accord. Non, je ne suis pas contre ça parce que je suis parmi aussi les gens qui ont cette idée-là. Je pense que les nouvelles faces, c'est une bonne chose. Mais aussi, les nouvelles faces aussi doivent travailler avec les gens qui ont une certaine forme d'expérience. Oui. Alors, lorsque vous êtes en train de parler que ceux qui ont travaillé ont amené les pays, peut-être là où ils ont amené les pays. Vous savez, le grand problème, c'est la corruption. La corruption, ou bien, ce n'est qu'une intelligence qui est tordue. Alors, lorsque tu mets quelqu'un, si le président Félix établit ce qu'il avait parlé de l'état du droit, et qu'il met l'ordre en place et il remet des choses. Crois-moi, même une personne qui a une intelligence tordue, lorsqu'il sait qu'il doit être redevable et remettre à la loi ce qu'il va faire, il sera capable de se réagir. Est-ce que vous le voyez en capacité de le faire? Qui, le président Félix? Oui. Je pense qu'il peut bien le faire s'il a les gens qui acceptent de l'accompagner. Quand je parle des gens de l'accompagner, c'est-à-dire que d'abord, pas les partis politiques, d'abord les gens que lui-même il choisit. Parce que la force d'un leader, c'est ce que tu choisis. En anglais, on dit « the people who follow you ». Des gens que tu établis, tu mets en place pour te suivre. C'est ça la force. Les partis politiques, toutes ces choses-là, c'est pas. Donc ça se reflète, ça doit se refléter d'abord dans son propre cabinet, dans sa propre vie à lui et avec les gens qui travaillent avec lui. Dans son cabinet, vous entendez des rumeurs, des accusations, ça peut être des fake news, mais ça reste des informations qui a une sorte de gabégie financière au niveau du cabinet du président de la République. Bon, je ne sais pas parce que je n'ai pas de preuves sur ça, mais ce que je peux dire que si c'est ça, je pense que le président de la République, avec le temps qu'il est en train de passer au pouvoir et le temps qu'il est en train de développer certaines expériences, il saura comment est-ce qu'il va changer cette équipe-là. Y a-t-il un nom ou deux noms que vous souhaiteriez voir dans le gouvernement et que vous n'avez pas vu? Ça, c'est une question très difficile. À ma position, je ne peux pas suggérer quel nom. Par rapport à ma personne, ma neutralité ou bien ma personne à moi exige à ce que j'observe. Mais je pense que s'il y a un nom qui manquait, c'est ton nom qui manquait.
Merci beaucoup. Alors, nous allons évoluer, pasteur. Vous parlez. Alors, il y a un autre élément avant de finir le gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord que les femmes sont représentées aujourd'hui? Est-ce que ça vous fait plaisir de voir ces femmes qui sont représentées aujourd'hui? Et en même temps, on parle du mentorat, du parrainage. Certains ministres sont là du fait qu'ils ont été parrainés. Est-ce que vous avez un problème au sujet du parrainage? Vous voyez, le problème, c'est que, qu'on le veuille ou pas, le système politique du Congo a été fait en sorte que vous êtes nommé ministre par rapport aux classes politiques. C'est comme ça qu'il y a des distributions de pouvoir, de positions par rapport aux partis politiques. Alors, quand tu adhères dans un parti politique, il y a deux choses qu'on n'oublie jamais dans un parti politique. Il y a la première chose, c'est que tu dois être loyal. La loyauté est très importante dans la politique. Et même dans un service de leadership entre les chefs et son subordonné, ou bien le leader et son follower. Et ça exige la loyauté. Parce que la loyauté, c'est, en fait, on dit, is the backbone of the leadership. C'est le support de tout. Et en même temps aussi, non simplement cette loyauté-là, il y a une certaine forme qu'on appelle, on appelle aussi la flexibilité. Alors, c'est vrai, ceux qui ont été mis en politique, ceux qui ont été mis dans le gouvernement, ils ne peuvent être que loyaux à certains membres des classes politiques pour qu'ils puissent se servir. Au point de sacrifier la méritocratie. Et au point où peut-être de sacrifier la méritocratie, et au point aussi de sacrifier aussi les compétences. Parce qu'il y a la loyauté qui joue le premier rôle en politique. Mais je pense, avec les partis politiques, le membre qu'ils ont mis en place, lorsque je vois de certains noms, je peux me dire qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas été seulement la loyauté, mais il y a aussi la méritocratie. Ils ont été aussi des gens qui ont mérité. Deuxième partie de Dites-moi tout, vous le savez très bien, mesdames et messieurs, le peuple congolais est en train de souffrir. Ça, on le dit, c'est peut-être une chanson, mais les preuves sont là. Docteur, vous avez fait le tour du Congo, on va dire, disons, du Congo central. Oui. Vous avez vu la pauvreté au sens propre. Yes. On a vu dans les images, vous étiez allé dans des hôpitaux où les moustiques sont même invités dans des salles d'opération. Est-ce que, dans quel état vous êtes vu, parce que vous vivez aux États-Unis, voir les standings des hôpitaux là-bas et voir les standings dans votre hôpital ici au Congo, qu'est-ce que vous vous êtes dit? On est perdu ou on peut encore se rattraper? Vous savez, lorsque je viens au Congo, je viens souvent ici, je reste à l'hôtel du Gombe, tu es à Gombe, tu sors et puis tu retournes et tout ça. Alors, j'ai été interpellé de partir au Bas-Congo. Je ne savais pas que c'était difficile. Je ne savais pas que c'était difficile de ce que j'ai vu. Alors, nous avons conduit, nous avons fait 12 heures de route de Kinshasa jusqu'à Mwanda. J'ai fait plus ou moins 14-15 villages. Je me suis arrêté dans des différents villages. Et nous sommes allés, c'est vrai, à l'hôpital, comme vous avez dit. Je vis des cas qui sont vraiment très pénibles, très difficiles. Alors, en fait, moi, je pense que, je ne sais pas si j'étais au-delà d'être scandalisé. Ce n'est pas même pas ça ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse plus, c'est la solution qui doit être donnée. C'est la solution qui doit être donnée, c'est quoi? C'est que le nouveau président doit se rassurer que le gouverneur fasse leur travail. Et vous pensez que les gouverneurs n'ont aucune vision de travail? Parce que j'ai comme l'impression que c'est des gouverneurs de chef-lieu, ils se limitent à des villes et ils n'entrent pas en profondeur. Vous avez vu la route, je ne sais pas si la vôtre a été bonne, parce que moi, à l'époque, j'ai fait la voie, mais je me suis arrêté avant Mwanda, parce que la route était impraticable. Est-ce que la route a été faite? Non, sous le président Kabila, d'après ce que j'avais appris, sous le président Kabila, Joseph Kabila, la route de Kinshasa jusqu'à Matadi avait été très bien faite et nous avons conduit sans problème. Ouais. Et pour aller jusqu'à Mwanda, la route aussi a été bonne. Je peux bien les dire qu'ils sont en train de travailler parce qu'il y avait des endroits où on devait tourner, entrer dans le route de quartier. Ça, c'est maintenant sous le président Félix. Ça vient d'être fait. Oui, ça commence à se faire. Mais on m'a dit que ça avait déjà commencé avec le président Kabila. Ouais. Ça s'est arrêté et il a quitté le pouvoir. Et le président Félix, maintenant, je pense, dans son plan de 100 jours, il n'a pas voulu laisser le travail au milieu. Il a voulu continuer avec le travail jusqu'à la fin. Donc, je peux te dire que la route était applicable et nous sommes arrivés. Je ne vais pas parler simplement des négatifs. La route était applicable. Très bien. Mais maintenant, parce que la route était praticable, parlons-en, monsieur le professeur. Vous rencontrez ces problèmes, ces gens qui souffrent. On ne prendra que le cas du Congo central, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Vous allez aller à l'Équateur, vous trouverez pire que ça. Est-ce que ces gens qui racontent, ce peuple qui parle, est-ce que vous avez vu que ce peuple est lucide? Est-ce que ce peuple comprend dans quelle situation il se trouve? Ou ce peuple se complaît de la petite vie qu'ils ont?
Non, vous avez vu, je vous ai amené la vidéo, Oui. vous avez vu. On la diffusera, si Oui, possible. oui, j'ai été avec le peuple, je suis descendu même dans les terrains de foot, j'ai eu le temps de parler avec le peuple, je voulais savoir comment dire, concerne leurs problèmes, qu'est-ce qui les préoccupait, tout ça. Je pense que le peuple du Congo central, je ne suis pas de là, je ne peux parler que ce que j'ai entendu, ils ont exprimé 4 frustrations. La première frustration, ils avaient voulu à ce qu'on puisse se rassurer qu'il y a un problème d'électricité dans leur vie. L'énergie, donc. Et l'énergie. Donc, parce qu'il y a l'océan qui est là, donc l'énergie peut être facilement tirée pour avoir l'électricité. Ils ont parlé le grand problème de l'électricité. Ils ont parlé le deuxième problème du fait qu'ils veulent voir leur port être construit. Le port de Banana. À l'eau profonde. Oui, à l'eau profonde. Ils ont exigé ce port-là doit être. J'ai posé des questions sur savoir sur l'histoire le pont entre Kinshasa, Brazzaville. Ils ont préféré beaucoup plus Ils ont préféré le pont. Et comme je vous avais dit, je suis tout à fait avec eux. Ça, je vous l'avais dit, vous le rappelez la fois passée, j'avais expliqué ça. Économiquement, même sur les problèmes des affaires, ça va aider le peuple du Congo central et ça va permettre d'aider. Et troisième chose aussi, ils ont exprimé le problème de l'électricité, ils ont parlé le problème des ports, ils ont parlé aussi du problème de la sécurité. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'une sécurité, tout ça. Et puis quatrième, comme le Congo, ils ont exprimé les problèmes de vie sociale. Alors, c'est vrai, on va prendre le tout en bloc, Oui. parce qu'il faut qu'on termine cette émission. C'est d'ailleurs le dernier point. Le président a fait un tour au Japon. Oui. Et c'est là qu'il était surpris, parce qu'on lui a dit que l'ambassadeur s'est fourvoyé dans la corruption, dans les trafics d'influence et dans beaucoup d'autres choses. Mais bref, ils se sont entendus que le Japon viendra opérer au Congo, investir au Congo, selon les propos de l'empereur. Vous, en tant que spécialiste, non seulement de la communication, mais vous êtes entrepreneur, est-ce que vous pensez que l'apport du Japon au Congo sera d'une grande importance, ou il faudrait d'abord que nous commencions à travailler ici chez nous pour influencer l'extérieur? Je pense que de tous les deux côtés, ça peut marcher. En étant consultant sur le plan politique, je pense que c'est stratégique parce que ça renoue les relations et ça aide à ce que, parce que la politique marche avec l'économie, ça va aider en sorte que le Japon soit visible au Congo et ça va créer une forme de visibilité et ça va attirer aussi les autres puissances de se sentir en sécurité et de venir investir au Congo. Ça, c'est un côté. De l'autre, ça, c'est sur le cadre, si je vois dans mon œil de consultant politique, dans mon œil d'un entrepreneur, je pense que aussi le président de la République doit essayer de voir comment est-ce qu'on doit aider le peuple ici pour être capable de se construire une certaine forme de force, donc c'est-à-dire relever la vie sociale du peuple ici, d'abord sur le terrain, et je pense qu'il essaie de se battre sur ça, relever la vie sociale du peuple au terrain, et à partir de ça, en relevant la vie sociale du peuple, maintenant on peut influencer maintenant les autres nations d'être attirées chez nous. Nous ne voulons pas, ce que vous voulez pas vous retrouver avec beaucoup des investisseurs. Et ça, je lance un message aux conseillers économiques du côté du président. Vous ne voulez pas vous retrouver avec beaucoup des investisseurs. Parce que lorsque vous vous retrouvez avec beaucoup des investisseurs, à la fin, vous vous rendez compte que vous avez tapé partout et vous n'avez rien fait. Donc, vous devez vous retrouver avec des investisseurs qui sont effectifs et efficaces. Quels sont les pays que vous voulez négocier avec eux. Et vous traitez un terme, un mandat, ou bien, comme on dit, un contrat, un délai avec eux. Et à partir de là, vous pouvez renouveler les relations avec d'autres nations et aider les autres nations en place. Parce que ce que vous ne voulez pas que vous vous retrouvez, vous avez les investisseurs coréens qui viennent ici, ils prennent 15 ans de vous aider dans cette histoire. Les Japonais, ils prennent 10 ans de ceci. Les Américains prennent notre 20 ans dans ceci. 30 ans de ça. Et la même kermesse. Et maintenant, le problème, c'est que le gouvernement change. Quand le gouvernement change, il y a notre ministre. Alors, lui aussi, il veut négocier d'autres termes. Il veut négocier tout ça. Donc, ce que je vais dire au gouvernement, et je vais parler au ministre de l'économie, au ministre des Finances, au ministre de l'infrastructure, tout ça, il faut avoir non simplement de longs termes de vision, il faut avoir aussi dans ces longs termes de vision, de vision courte. De vision courte, short terme de vision, qui nécessite peut-être une année, 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire avec efficacité au lieu de construire des visions de 15 ans, 20 ans qui vont nous amener nulle part. Alors, la problématique du port en eau profonde, oui. Il y a un grand questionnement, c'est celui de voir dans quel état notre administration
se trouve, l'ONATRA est mort. L'ONATRA, on l'a tué parce qu'il y a des entreprises privées qui ont pris la place de l'État. Il y a des individus qui ont fait fortune sur le cendre de l'ONATRA. Est-ce que vous pensez que construire le port, est-ce que ce n'est pas un problème aujourd'hui? Qui va laisser ça se faire si le lobbying se fait de sorte que de tuer l'ONATRA carrément et de libéraliser ces secteurs-là? Vous voyez, si vous balancez de tous les deux côtés, laissez les entités privées. D'ailleurs, c'est la force de l'économie d'un pays. Parce que, étant aussi chef entrepreneur, je crois que l'économie d'un pays se relève du bas en haut, non du haut en bas. Moi, je suis économiste qui croit que l'économie se construit du bas en haut. Il y a les autres qui croient du haut en bas. Moi, je suis de l'école du bas en haut. Je crois dans le sens démocratique, non dans le sens républicain, qui croit que, donc, on va construire l'économie lorsqu'on commence par des petits échelons, qui veut dire le petit peuple, vous commencez à leur financer, le petit peuple qui ont quelque chose avec leur petite boutique, avec leurs marchandises, voyage à Dubaï, en Chine, toutes ces choses-là. À partir de là, ils peuvent se construire une forme et ça devient une base à un pays. Et de l'autre côté aussi, l'ONATRA, qui fait partie du gouvernement, doivent être en place pour être capable de surveiller les entités privées et aussi créer une forme de compétition sur le plan du marché. Parce qu'en fait, la force d'une économie d'un pays, c'est la compétition du marché. Est-ce que si je vais utiliser l'ONATRA, je peux utiliser l'ONATRA. Si je vais utiliser cette entité, je peux utiliser cette entité. Si je vais utiliser l'autre, pour plusieurs facteurs. Les autres peut-être à cause des qualités du temps. Les autres peut-être à cause des qualités de ceux qui sont tentés d'offrir. Qu'est-ce que ça va prendre? Donc, et ce soit l'ONATRA, et ce soit les entités privées, tous sont importants. Donc, le président de la République, avec ce nouveau gouvernement, il a un grand défi. Le défi de quoi? C'est le défi d'essayer de relever cette ONATRA en place et en même temps restructurer les entités privées, enlever tout ce qui est de la corruption, remettre ça en classe, remettre ça selon l'ordre et essayer de mettre une certaine sorte de surveillance qui va essayer de suivre ces choses-là sans corruption. Et de là, vous allez voir que ça va marcher. Et c'est ce qui va aider la population du Congo central? C'est ce qui va aider la population du Congo. Vous savez, le peuple du Congo central, le peuple du Congo central, ils ont le port à Mwanda, à Matadi, à Boma, et puis à Mwanda. À Mwanda, si on construit cette histoire ici de bananes aussi. Alors, et puis ils ont le marché de Lufu, qui est considéré comme étant un marché international. Il y a les péages. On a fait cette route-là. Ne t'en fais pas, j'ai le péage, j'ai compté. Il y a 6 endroits. Non, 6 endroits. Là, c'est de Kinshasa jusqu'à Mwanda. Nous avons passé 6 péages. Ouais. Donc, je ne vais pas entrer en trouble avec qui que ce soit. On a payé à 6 différents endroits. Mais je me rappelle, il y a un endroit où on avait payé $10. Ça, je n'oublie pas ça très bien. Je me rappelle très très bien, c'était le plus cher. Les autres, là, ont payé 2500 francs congolais, 5000 francs congolais. Mais là, on a payé $10. Tout c'est payé, l'argent de péage. L'argent de Go-Pass de l'aéroport. L'argent des ports de Matadi. Ouais. L'argent des ports de Boma. Le marché Lufu. Toutes ces histoires, toutes ces entités-là peuvent déjà aider à survivre l'économie du peuple du Congo central. Il y a un problème de rétrocession aujourd'hui. Hein? Il y a un problème de rétrocession. Ok, ça aussi c'est un autre problème. Oui, voilà, vous touchez un grand point, le point de rétrocession. Je ne crois même pas à ça. Je ne crois même pas à ça. Et je ne pense même pas que c'est un bon terme à utiliser, étant professeur dans le monde du business, au droit ou quoi. Je ne crois même pas à ça. Je pense que ce qu'on doit faire, au lieu d'envoyer tous les 100% à la capitale, c'est ce qu'ils font à Kinshasa, et puis renvoyer encore pour ce pourcentage, non. Ils doivent créer avec le ministère de l'Intérieur, créer un système de façon que s'ils doivent envoyer 20%, ils envoient 20%. Et je sais, comme il a dit, c'est pour aider les provinces qui n'ont pas encore des capacités d'évoluer soi-même. Donc, au lieu d'envoyer tout l'argent, ils peuvent envoyer directement les 60%, les 40%. Et ils gardent notre pour essayer de développer. Et autour des assemblées provinciales, de contrôler les exécutifs et voir ce qui se passe. Et contrôler tout le monde. Et avec cette autonomie-là, va aider les provinces à développer. Ça n'est fini. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, vous avez suivi Dites-moi tout. Alors, la dernière phase, monsieur le professeur, docteur, vous allez regarder la caméra et moi, je vous pose des questions, vous répondez par oui ou par non. Oui. Très bien. Alors, on commence par la première. Êtes-vous déçu de ne pas voir Némi Moulania reconduit dans le gouvernement? Non, je ne suis pas déçu. Est-ce que vous pensez que Kabila
continue à gérer la RDC d'une manière ou d'une autre? Non, je ne pense pas. Pensez-vous que Félix Tshisekedi doit demander pardon au peuple congolais pour l'avoir trahi? Non, je ne pense pas, il n'a pas trahi le peuple. Et pensez-vous que l'homme congolais est le vrai problème de ce pays? Oui, d'un côté. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Thank you. Merci. Mesdames et messieurs, c'était un honneur de recevoir le professeur Chirandi, docteur. Et il a parlé de la question de la pauvreté, de la sortie du gouvernement, de l'actualité. Le plateau est là et vous aussi, la même chose, si ça vous intéresse, vous êtes professeur, vous êtes acteur politique et même religieux, si ça vous intéresse, eh bien revenez, on sera là pour répondre, disons pour vous poser les questions et vous répondrez aux nôtres. Donc merci d'avoir été nombreux, comme on l'a toujours dit, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa esimba lisute. Pour makambo na moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha bani na kale. Na lomo na ke kuna. Là va. Ah! On nous demande un arrange na. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yoki qui ont commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis base n'a vu ce ticali toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.